Monsieur le principal, j'ai rapidement dit, d'ailleurs c'est inscrit au-dessus, que vous étiez principal du collège Les Châtelaines à Triel-sur-Seine. D'un mot, juste portrait robot de l'établissement, un collège, j'allais dire, Oui, un collège. dans la moyenne, 750 élèves. Voilà, 750 élèves, un peu plus de 50 professeurs, 80 personnels au total. Un collège qui est un collège, on va dire, de banlieue un peu éloigné, un peu isolé, mais qui est quand même, je dirais, assez dynamique dans ses productions et dans sa volonté justement d'accompagner ses élèves qui sont un peu loin de tous les centres culturels qui peuvent exister dans d'autres villes. Collège que vous dirigez depuis 8 ans maintenant et vous avez suivi toute l'arrivée des tablettes. D'ailleurs, avant de vous demander les bénéfices ou les effets qu'on en tire, vous-même, comment vous êtes tombé dans la marmite? Comment vous vous êtes formé? Alors, j'ai peur de le dire. Je dois dire que j'ai vu arriver les premiers TO7 70. Ça dit peut-être rien dans la salle. C'était quoi? C'était le plan informatique pour tous, ça? C'était le premier plan informatique pour l'éducation en 1984. Laurent Fabius. C'est ça. Et on a vu arriver ces choses dans les établissements scolaires qui ne fonctionnaient pas. Hein. Donc, bon, c'était pas grave, mais les élèves étaient émerveillés. On a travaillé avec eux, on a avancé, et petit à petit, c'est vrai que l'informatique a commencé à prendre sa place dans les établissements scolaires, au rythme de l'éducation nationale, qui est un rythme lent mais persévérant, et qui nous a permis d'avancer et d'être maintenant un collège pilote dans l'utilisation des tablettes numériques, ça depuis le début quasiment de cette expérience menée avec le département des Yvelines dans le cadre de l'expérimentation nationale qui avait été lancée en 2000, j'ai plus la date exacte, enfin bon, voilà, c'est 2015, voilà, pour le début. Jean-Pierre Nugue, les éléments facilitateurs que vous avez mis en place pendant ces 6 ans, il y a 3 grandes catégories. La première, elle est à la fois fondamentale et ce n'est pas forcément la plus excitante de toutes, mais c'est l'assurance technique, parce que sans ça, il ne peut rien se passer. Voilà, donc sans vouloir stresser les chefs d'établissement peut-être qui sont dans cette salle, avoir des tablettes qui arrivent dans un établissement, c'est des bouleversements. On peut s'en douter. Avoir 800 tablettes tout d'un coup, ou peut-être pas tout d'un coup, mais enfin en 2 coups, qui arrivent dans votre établissement, évidemment, ça change les choses. Ça les change au moins sur 3 aspects, hein, et vous le disiez, sur l'aspect matériel. On parlera tout à l'heure du pédagogique et du relationnel, mais sur l'aspect matériel, on est sur un registre qui est fondamental. Tout simplement parce que si un professeur a des tablettes dans sa classe et qu'elles ne fonctionnent pas, il y a des chances qu'il n'y retourne pas très vite. Donc il faut que ces tablettes soient performantes et qu'elles soient de bonne qualité, ce qui est le cas dans la dotation qui nous avait été faite, des tablettes qui fonctionnent, qui n'ont pas de problème technique majeur. Alors évidemment, il peut toujours y avoir des petites difficultés, mais au niveau technique, il faut aussi des accompagnements. C'est clair qu'il faut un accompagnement général et de ce côté-là, le département des Yvelines, en mettant en place un système comme le SIN, comme il existe maintenant, et surtout des accompagnants. Et M. Mazard, je ne sais pas s'il est dans la salle, il nous a bien aidés sur ce fonctionnement, évidemment, en nous donnant des éléments de réponse à toutes nos questions quand on avait ces tablettes qui sont arrivées. Donc l'assurance technique, le deuxième, vous l'avez annoncé, voilà. C'est évidemment la communauté éducative, les professeurs, l'accompagnement des professeurs. Ouais. Ça s'est passé comment quand vous les réunissez il y a 6 ans pour leur dire, puisque j'imagine que ça s'est passé comme ça, pour leur dire il y a 800 tablettes qui débarquent et il va falloir les utiliser? Voilà. Avant, je voudrais quand même finir sur le côté technique, parce qu'il y a un autre petit point qui n'en est pas un petit, justement, c'est celui de la gestion à l'interne. Quand on a beaucoup de tablettes qui arrivent comme ça, eh bien évidemment, il y a une nécessaire gestion. Je suis chef d'établissement, mon métier, c'est de faire de la gestion. Et quand on a autant de matériel numérique à traiter, eh bien, il faut qu'il y ait derrière une organisation mise en place. Le service de gestion, il est fondamental. Il doit s'impliquer dans le suivi des tablettes. Ce ne sont pas les professeurs qui peuvent faire ce travail-là. C'est bien un travail qui doit être mis en place par ceux qui gèrent le matériel dans l'établissement, c'est-à-dire le service de gestion. Et cette place-là, elle est fondamentale, évidemment, pour la mise en œuvre. Donc on peut aborder maintenant la question du pédagogique, évidemment, M. Davidenkoff. Donc là, on est sur le cœur de l'affaire.
c'est clair que les enseignants ont le rôle fondamental à jouer. C'est eux qui feront que les tablettes viendront au cœur des apprentissages de nos élèves, de leurs élèves. Et il faut qu'ils s'en soient persuadés, évidemment. Et pour cela, eh bien, il faut qu'ils en voient des exemples. Il est clair que ils ont des besoins, nos enseignants, si on veut leur donner les tablettes. Un stage, alors ils savent ce que c'est les stages, mais là je dirais que c'est des stages qui seraient, j'ai été participer tout à l'heure à un atelier qui montre que des choses sont prévues et qui vont dans le bon sens. Les professeurs doivent apprendre à se servir des tablettes simplement, voilà, côté technique. Ne sont pas forcément tous aptes à utiliser une tablette Apple, puisque c'est la marque qui est choisie. Il y a des questions aussi, évidemment, liées à d'autres contingences, mais la principale qui va être relevée par les professeurs, c'est celle de « et dans ma discipline, qu'est-ce que j'en fais ?» Question que, bien évidemment, tous les professeurs m'ont posée quand ils ont vu les tablettes arriver. Qu'est-ce que je fais avec ça dans ma discipline, en maths, en anglais, en histoire-géographie? Cette question-là, ils n'ont pas eu de réponse, mes professeurs. Je leur ai dit, vous savez, vous êtes un peu les pionniers, vous êtes même tout à fait les pionniers, vous n'aurez pas les réponses. Il va falloir que vous trouviez par vous-même, il va falloir que vous cherchiez, et ce sera vous les formateurs. Et comment ont-ils fait alors? Parce qu'il y a beaucoup de communautés en ligne, il y a beaucoup de réseaux, voilà. Il y a beaucoup d'événements, de ressources, et ils s'en sont emparés? Alors, ils s'en sont emparés en allant chercher à l'extérieur. Ils s'en sont emparés aussi parce qu'à l'interne de l'établissement, et très rapidement, on a créé un groupe de pilotage de quelques professeurs, 4, qui étaient volontaires hein, et qui n'étaient pas forcément des spécialistes, mais qui avaient envie peut-être d'aller un peu plus vite, un peu plus loin et d'accompagner leurs collègues. Et cet accompagnement, il a été fondamental. On a fait des stages d'accompagnement en interne, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a partagé les pratiques. Et c'est vraiment là le côté intéressant de l'affaire aussi. Les professeurs s'interrogent ensemble sur comment on fait avec ces tablettes pour en faire quelque chose. Vers où on va, quelle expérience chacun a de l'usage qu'il fait de la tablette et comment on en fait ce partage. Donc ce groupe de pilotage, il est fondamental. Il faut qu'il soit mis en place dans l'établissement, bien sûr. Et Jean-Baptiste, est-ce que ça existait déjà auparavant? Est-ce que dans le collège, les enseignants se réunissaient pour parler pédagogie? Ou est-ce que finalement, ça a été un catalyseur ou un accélérateur d'un vrai travail en équipe, d'un vrai travail en commun, qui ne se résume pas à se croiser à la machine à café en salle des profs pour se demander des nouvelles? Alors, évidemment, il existait déjà des réunions pédagogiques. Hein, on est encore au cœur de notre métier, là. Mais c'est plutôt un facilitateur. Je suis assez d'accord sur le principe de le dire. C'est-à-dire que là, il y a une nécessité. Il faut partager, il faut être en capacité de se dire ce que l'on fait, de regarder sur la tablette du voisin, pour le coup, et de se donner des pistes ensemble pour essayer de progresser, de tester des outils, parce qu'évidemment, vous le dites, il y a des communautés, mais il y a aussi des outils qui sont mis à disposition. Comment est-ce qu'on s'en sert? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Et une fois qu'on a avancé sur ce registre, évidemment que les choses se mettent en place. Et comme toujours avec les outils numériques, on a du mal à y aller, mais on ne peut plus revenir en arrière. Une fois qu'on est parti avec, revenir à la manière précédente qu'on avait de fonctionner, eh bien, ça n'est plus possible. Les professeurs ont besoin de l'outil à partir du moment où ils ont réussi à l'intégrer. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Le travail qu'ils ont à faire d'intégration est assez important, hein, puisqu'il faut que l'outil prenne sa place. Ce n'est pas un outil qu'on utilise à 100% du temps, c'est un outil qu'on utilise d'une manière ponctuelle, avec le besoin qui se met en place dans le déroulé pédagogique du cours. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ça permet à l'élève d'être vraiment au cœur de l'apprentissage. C'est-à-dire que cet outil le met en situation d'être l'acteur de ce qu'il a à apprendre, puisque le professeur met en place un processus qui fait que l'élève va utiliser sa tablette pour comprendre. D'un mot, et juste après, on parlera du troisième point important qui est le relationnel. 6 ans d'expérimentation, vous avez eu le sentiment, si ce sentiment existe, que ça fonctionnait de manière, j'allais dire, assez naturelle au bout de combien de temps? Il a fallu combien de temps d'évangélisation numérique? 6 ans. Ah oui, c'est ça. Ok, ça continue. Non, ça continue. C'est jamais fini parce que je dirais que... Mais il a fallu quand même... J'imagine qu'à un moment donné, voilà, les choses changent quand même. Il y a une nécessaire progressivité.
il ne faut pas être impatient, je dirais. Il faut savoir donner le temps aux professeurs de se mettre en situation. Mais après, je le disais, on ne peut pas revenir en arrière. Et là, les choses progressent petit à petit. Les outils viennent se mettre en place. Les professeurs découvrent des pratiques. Et du coup, ce qui est intéressant avec le numérique aussi, c'est que ce qui est fait est gardé en mémoire. Alors, c'est aussi le cas dans d'autres registres. Mais là, en tout cas, les préparations qui sont assez chronophages, il faut le dire. Oui, il y a un coût d'entrée qui est très important. Il y a un coût d'entrée qui est assez important. Voilà, sont réutilisables, évidemment, aménageables. Et les professeurs qui y sont allés, bien évidemment, peuvent après reprendre ce qu'ils ont déjà fait, repartir, aménager. Troisième point extrêmement important, le relationnel, c'est-à-dire la communication, à la fois en interne, en externe, qui, j'imagine, englobe les enfants, les parents beaucoup. Tout à fait. Donc les parents d'élèves qui doivent être associés, il est clair que l'arrivée des tablettes, ça peut déclencher des inquiétudes chez les parents d'élèves de diverses sortes, qu'on peut comprendre aussi. Donc c'est vrai que cet accompagnement, il est indispensable, accompagner aussi la compréhension du fonctionnement. Le retour, au bout du compte, est positif, mais c'est vrai qu'il y a quelques étapes à franchir et des explications à donner. Donc, ne pas hésiter à faire des temps d'explicitation du fonctionnement de la tablette dans des réunions avec les parents. Ils sont tout à fait preneurs. Des possibilités aussi d'avoir un contact privilégié avec l'établissement. Tout ça, c'est apprécié. Alors, petit à petit, ça s'estompe d'ailleurs, puisque au fur et à mesure que les tablettes prennent leur place, les questions disparaissent et les choses deviennent beaucoup plus naturelles. Dernière question, Jean-Pierre Nugue, et après, si vous le voulez bien, nous allons être rejoints par Philippe Villamier et Grégoire Borst. Si une chose avait pu vous aider il y a 6 ans, ou si une chose pouvait vous aider maintenant, quelle serait-elle ? C'est l'accompagnement disciplinaire des professeurs. Je crois que donc la formation. Là-dessus, la formation, elle est indispensable. Je finirai quand même par un point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est celui de la valorisation. Je pense que l'arrivée des tablettes, ça doit permettre de montrer ce que les élèves sont capables d'en faire. Donc, il ne faut pas hésiter à créer des blogs. Ça, il y en a déjà dans les établissements, mais là, on peut facilement montrer des choses assez intéressantes, créer des concours à l'interne de l'établissement. Ça aussi, ça peut être des points qui donnent envie aux professeurs, aux élèves, mettre en œuvre des web radios, des web TV. Les tablettes sont très facilitantes pour ce genre de choses. Les élèves se saisissent très facilement de ces outils et font des choses tout à fait intéressantes. Et c'est très valorisant pour tout le monde. Comment ? Et c'est très valorisant pour tout le monde, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Et pour l'établissement qui gagne par rapport à son image, évidemment. Merci beaucoup. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Oui. Si vous avez des questions pour Jean-Pierre Nugue, vous les gardez, vous pourrez les lui poser. Merci. Mais je vous propose pour le deuxième temps de notre table ronde de faire un petit zoom arrière et de regarder ce que disent les études générales sur l'impact du numérique sur l'éducation, essentiellement en France, mais aussi à l'international. Et je vous demande d'accueillir Philippe Villamier et Grégoire Borst. Philippe Villamier de la direction de l'évaluation de la prospective et depuis quelques années de la performance du ministère de l'Éducation nationale. Grégoire Borst, chercheur dans un des laboratoires, donc c'est pas écrit chercheur en neurosciences, au LabCID, qui est ou un des labos référents en France sur les questions, sur les neurosciences et sur les questions de sciences cognitives. Je vous pose une première question, 3 petites questions, si vous voulez bien, en 30 secondes chacun. Comme ça, on pose des bornes. Et ensuite, vous me raconterez vos recherches, vous raconterez l'étude Hélène, etc. Mais elles sont super simples. C'est des questions que moi, j'entends en permanence quand il s'agit de numérique. Première question, est-ce qu'on apprend mieux avec le numérique ? Vous voulez que je commence ? Est-ce qu'on apprend mieux avec le numérique ? Ça dépend de ce qu'on mesure. Et ça dépend de l'âge. Donc il y a 2 facteurs qui vont jouer. Ça va dépendre d'une programmation pédagogique et finalement au centre des apprentissages, il y a quand même cette question de la pédagogie. Et puis la deuxième chose évidemment, c'est quel type de compétences et à quels âges.
Philippe Villamier, si vous n'avez rien à ajouter, vous dites que vous êtes d'accord. Oui, je suis bien sûr d'accord. Simplement dire, on y reviendra tout à l'heure, que dans une étude, on a essayé de voir de manière très concrète ce que ça pouvait apporter en termes de maîtrise du français et des mathématiques. Et c'est seulement un aspect, bien entendu, de ce qu'on pourrait mesurer. Mais on verra qu'il y a des bénéfices tout à fait mesurables. Ma deuxième question, est-ce qu'on enseigne mieux? Ben ça, je vais laisser Philippe répondre, parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt centré sur les apprentissages des élèves, mais ça renvoie finalement à une question absolument fondamentale qui est la formation aussi de l'utilisation dans le cadre pédagogique de ces outils-là. Et on ne peut pas penser finalement la question de je dirais, l'outillage en termes d'outils numériques sans penser la formation des enseignants à l'utilisation de ces outils-là. Peut-être sur ce point-là, dire que, en tout cas, le paysage français est assez différent du paysage international. On pourrait y revenir en termes d'usage par les enseignants eux-mêmes. Après, est-ce qu'on enseigne mieux avec des outils numériques? Je vais avoir un discours qui n'est pas scientifique, mais je n'ai jamais cru pour ma part, et on est nombreux, je pense, dans cette salle à avoir la même opinion, qu'une tablette rendrait un enseignant meilleur. Et qu'un enseignant qui était exceptionnel serait mauvais avec une tablette. Voilà. Donc je crois que, par contre, on pourra en reparler aussi en termes de choix stratégiques, de choix didactiques. Nous, on note pas beaucoup d'effets de l'utilisation du numérique. Ma troisième question rapide, et ensuite je vous laisserai plus de temps, est-ce que ça réduit les inégalités, le numérique éducatif? Non, ça ne les réduit pas de façon massive, parce qu'évidemment, il y a des inégalités éducatives aussi dans l'accès au numérique. Et quand on parle de fracture numérique, il faut aussi penser à ces inégalités, pas simplement sur les inégalités sociales, mais aussi des inégalités de territoire. Et donc, quand on additionne l'ensemble de ces inégalités-là, on n'a pas forcément d'effet massif. Mais c'est vrai que c'est le véritable enjeu. C'est-à-dire que ce que permet finalement la tablette, c'est une forme d'individualisation de la pédagogie et du suivi des élèves. Et donc, il y a peut-être là, finalement, matière à, mais on n'y est pas encore. Philippe? Oui, il me semble que c'était un peu un des postulats de départ. J'ai envie de dire, Grégoire pourrait le redire aussi, que ce qui caractérise notre système éducatif français, c'est d'abord les inégalités sociales. Et que l'ampleur des inégalités sociales n'a rien à voir avec l'effet de quelque politique que ce soit. Qu'il s'agisse du développement du numérique ou qu'il s'agisse d'une politique que nous on a évaluée, qui est celle du dédoublement des classes de CP, on peut avoir des effets, mais ces effets sont très minimes par rapport à ce que sont les écarts sociaux dès le départ. Et je dis bien dès le départ. Nous, on les mesure dès l'entrée à l'école maternelle. Grégoire, si on rentre maintenant, on creuse un petit peu, revenons sur cette question des apprentissages. Vous disiez ça dépend. Qu'est-ce qu'on arrive à mesurer? Il y a quand même des impacts, on le sait, autour de l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, mais à quelles conditions? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Parce que ce monsieur met quand même des électrodes sur les cerveaux des bambins. Alors, je ne mets pas que des électrodes, je mets des très jeunes enfants dans une très grosse machine qui s'appelle l'IRM. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça peut avoir des effets positifs pour des raisons qui ne tiennent pas, je dirais, au miracle de la tablette, mais simplement parce qu'on sait que ça permet finalement de s'adapter à la façon dont le cerveau apprend. C'est-à-dire que typiquement, si j'utilise un outil numérique, je vais pouvoir être beaucoup plus proche de l'apprentissage de chaque enfant, faire de la pédagogie individualisée d'une certaine manière, d'être plus proche de sa courbe d'apprentissage, de pouvoir lui faire un retour rapide sur ce qu'il est en train de produire. Et tout ça, c'est finalement des conditions même de l'apprentissage dans le cerveau humain. Donc typiquement, il y a un certain nombre d'outils alors qui n'ont pas été forcément évalués à très grande échelle. C'est toujours la difficulté. C'est-à-dire que, en fait, dans nos laboratoires, nous, on a tendance à trouver des effets quand on fait des choses sur 50, 100, 200 élèves. Et puis tout d'un coup, on monte à l'échelle et se posent toutes les problématiques de l'implémentation et de déployer ce type de réformes et d'outils à très grande échelle, où évidemment, il y a la question de la formation, il y a la question de la motivation il y a la question aussi de la formation. Et on voit par exemple que sur l'apprentissage de l'écriture, là on a quelques données qui semblent suggérer que ça pourrait être effectivement une façon d'une part d'apprendre plus vite et d'apprendre mieux. Donc quand on est sur l'automatisation d'un certain nombre d'apprentissages, ça semble pouvoir être une solution. Et encore une fois, j'utilise le conditionnel parce qu'il faudra voir si ça fonctionne à l'échelle nationale. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'évaluation nationale de ce point de vue-là. Première chose. Et la deuxième chose, là où par contre on a des choses qui sont un peu contre-intuitives et qui ne rentrent pas forcément dans la question en tant que telle du numérique en éducation, mais qui est plutôt finalement de certains outils numériques, comme les jeux vidéo, qui ont l'air effectivement
d'avoir des effets qui sont sans aucune commune mesure avec ce qu'on observe d'habitude, c'est-à-dire des effets sur notamment le développement du système attentionnel qui se maintiennent sur des temps extrêmement longs. Quand je dis extrêmement long, on parle ici de 6 à 2 ans d'effets positifs de jouer à certains jeux vidéo. Et dans certains cas, et encore une fois, il faut comprendre pourquoi ça marche dans certains cas et pas dans d'autres, on a des transferts sur des apprentissages scolaires fondamentaux comme la lecture. Parce que la lecture, évidemment, ça implique aussi, pas simplement du décodage graphophonique, mais ça implique aussi, évidemment, des processus attentionnels. Donc c'est là où on en est, en fait. Dans les questions qui se posent de manière récurrente, et derrière les acteurs et professionnels que vous êtes dans la salle, peut-être sommeillent quelques parents ou quelques grands-parents inquiets d'un usage outrancier des écrans par leurs enfants. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact de l'exposition à l'écran chez l'enfant Alors chez le très jeune enfant, les données convergent pour montrer que effectivement c'est plutôt délétère. Alors peut-être pas dans les proportions qu'on peut l'entendre parfois dans les médias. Très jeune, c'est moins de 2 ans. Très jeune, c'est en dessous de 3 ans. On a des données relativement consolidées de ce point de vue-là qui suggèrent que ça a un effet plutôt délétère sur le développement langagier de l'enfant, plutôt délétère sur le développement des compétences sociales et des compétences émotionnelles. Ça ne touche pas tout. Il faut aussi comprendre que quand on regarde différents types de processus ou de mécanismes, il y a certains mécanismes qui ne sont pas du tout affectés par l'exposition aux écrans. Par exemple, contrairement à ce qu'on peut entendre, les mécanismes attentionnels, les capacités de concentration ou les capacités attentionnelles ne vont pas chuter du fait de l'exposition, même précoce, aux écrans. Après 3 ans, très honnêtement, tout dépend du contenu. C'est-à-dire que c'est plus l'exposition en tant que telle qui va avoir des effets positifs ou négatifs, c'est réellement la question du contenu et du contenu de qualité. Et on a même des effets qui peuvent être positifs sur le développement langagier de l'enfant quand on l'expose à du contenu de qualité. Typiquement, si vous regardez l'exposition à Dora l'exploratrice entre 6 et 30 mois, ça a un effet positif sur le vocabulaire de l'enfant par rapport à des enfants qui ne regardent pas du tout la télévision. Donc on peut avoir des effets positifs. La question, c'est la taille de ces effets. Et ça, je pense que tu en reparleras, Philippe, c'est la taille de l'effet, c'est 10 mots dans le vocabulaire de l'enfant. Vers 36 mois, un enfant, ça a 1200 mots dans son vocabulaire. Et la grosse problématique, et je reviendrai sur ce qu'a dit Philippe, le véritable enjeu, c'est de savoir qu'est-ce que produit le numérique par rapport à ce que produisent d'autres types de facteurs dans l'environnement. Pour vous donner une idée, un enfant qui rentre à la maternelle, quand il vient d'un milieu social défavorisé, il a 525 mots dans son vocabulaire. Quand il vient d'un milieu social favorisé, il en a 1200. Ça, c'est la véritable problématique. Donc, je veux dire, le numérique, c'est l'épaisseur du trait sur ce que ça produit en termes d'effets positifs ou négatifs. Je vais passer dans un instant la parole à Philippe, mais une dernière question, si vous voulez bien. Vous avez participé récemment à un événement que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cervodyssée, qui a lieu en Nouvelle-Aquitaine et qui est dédié aux sciences cognitives et aux apprentissages. Une des réponses se joue hors écran. Vous avez la conviction qu'il faut expliquer aux enfants comment on apprend, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend. Je veux bien 2 minutes d'explication. D'abord, est-ce que les enfants sont capables de comprendre cela? Et si oui, en quoi cela les aide-t-il? Je suis absolument persuadé, et on est absolument persuadé au laboratoire, alors pas simplement parce que c'est une conviction, c'est aussi parce qu'on a des données qui semblent suggérer que c'est sans doute une des réponses à la réduction des inégalités éducatives. Globalement, notre système, il se caractérise aussi par le fait qu'il laisse beaucoup d'implicite finalement dans les apprentissages. Et qu'un des véritables enjeux, c'est d'expliciter pas simplement la situation d'apprentissage, c'est d'expliciter les processus et les mécanismes cognitifs et socio-émotionnels qui sont engagés dans la situation d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple? Mais pour dire une chose très simple, si vous êtes enseignant ou si vous êtes en contact avec des enfants, je pense qu'ils ont dû entendre, quand ils rentrent au collège, à peu près 1000 à 1500 fois « sois attentif, reste concentré ». Ma vraie question, c'est qui leur a expliqué ce que c'était que l'attention et la concentration. Comment on travaille justement sur les processus attentionnels et les processus de concentration. Et évidemment, quand vous venez d'un milieu social favorisé, vous allez le faire à la maison. Mais vous n'allez pas le faire si vous venez d'un milieu social moins favorisé. Je parle évidemment en moyenne, hein, il y a des différences entre les familles. Donc le véritable enjeu, c'est finalement enseigner comment apprendre, de finalement expliciter tous les processus dont on a besoin au cours des apprentissages, que ce soit dans le domaine de la mémorisation, de la concentration, des émotions qui sont en jeu dans les apprentissages. C'est très bien, je vois qu'il y a eu un grand plan sur la problématique du harcèlement, mais il y a aussi des émotions positives dans les apprentissages. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer. Et là, on mesure à quel point cela aide aux acquisitions. On a fait, nous, une recherche au collège sur plus de 2500 élèves avec une recherche qui a été pilotée entièrement par les enseignants qui montrait que le simple fait, sur 6 séances de 15 minutes, de leur expliquer comment fonctionnait leur cerveau, comment fonctionnait la mémorisation, comment fonctionnait leur système attentionnel, avait des effets positifs, d'une part sur
leur conception implicite de l'intelligence, et notamment sur le fait ça change leur état d'esprit vis-à-vis des apprentissages. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent plus qu'ils sont bons ou mauvais élèves, ils considèrent que s'ils investissent des efforts dans leurs apprentissages, ils peuvent progresser. Et donc le véritable enjeu, c'est aussi finalement de penser, je dirais quand on parle de l'évaluation, d'évaluer aussi les programmes, parce qu'il y a probablement là quelque chose qu'on rate sur qu'est-ce qu'il faudrait enseigner aux enfants aujourd'hui. Merci beaucoup Grégoire Borst, Philippe Vuillamier. On est au cœur de notre sujet, l'équipement individuel mobile. Vous avez une amie qui s'appelle Hélène, qui veut dire évaluation longitudinale des activités liées au numérique éducatif. En fait, c'est l'étude d'évaluation de cette politique publique et du plan numérique 2015 et de la distribution des tablettes. En quelques minutes, principaux enseignements. Alors, qu'est-ce que nous avons voulu regarder? Nous avons voulu regarder ce qui se passait lorsqu'on équipe dans un collège en équipement individuel mobile, l'ensemble des élèves, ou l'ensemble d'un niveau en tout cas, ou quand on équipe un collège avec ce qu'on appelle des classes mobiles, les collègues des établissements scolaires connaissent bien le concept, ou quand on ne l'équipe pas. Pour ce, on a construit des échantillons d'établissements, établissements équipés dans le cadre du plan 2015, établissements non équipés, établissements qui s'étaient équipés eux-mêmes de leur côté, avec de la classe mobile, avec de l'équipement individuel, etc. Et puis, on a voulu regarder plusieurs choses. Évolution des résultats des élèves en français, évolution de leurs résultats en mathématiques sur des tests standardisés qu'on fabrique nous-mêmes, évolution de leurs compétences numériques, mais également évolution des pratiques enseignantes et perception par les cadres éducatifs de l'arrivée de ce matériel. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nous ne décelons quasiment aucun effet de l'équipement en classe mobile sur les apprentissages des élèves. Ça nous dit en revanche qu'on établit des effets pour les élèves qui sont équipés de tablettes individuelles. Ces effets, nous les mesurons d'une manière un peu symbolique en disant que si on prend une classe un peu virtuelle de 25 élèves de 5e et qu'un élève est 20e dans le classement de cette classe, quand il n'a pas de matériel individuel, lorsqu'il a un équipement individuel, si on le compare au même groupe, il devient 18e. Il gagne 2 rangs dans sa classe virtuelle, en quelque sorte, grâce à l'usage des tablettes. Alors ça, c'est la mesure globale. Et puis, il y a 2-3 petites spécificités. Et c'est en compréhension orale du français, l'écart est assez important, je crois que c'est 31%. Absolument. On trouve un effet sur la compréhension orale, en particulier, de l'équipement individuel, et un effet qui bénéficie plus aux élèves filles qu'aux élèves garçons, ce qui est plutôt intéressant dans un système qui reste de ce point de vue-là aussi très inégalitaire. Et puis, deuxième effet, on décèle un effet significatif aussi dans le domaine des mathématiques, avec des progrès, et des progrès plus forts pour les élèves de milieux sociaux défavorisés, ce qui est aussi une chose qui est assez rare pour être soulignée dans nos mesures. Voilà un petit peu ce qu'on voit. En revanche, on ne décèle pas du tout d'effet sur les compétences numériques des élèves. Ce n'est pas parce qu'ils ont une tablette individuelle donnée par le collège qu'ils manient mieux le numérique, parce qu'en réalité, probablement, ils l'apprennent tous autre part. Et du côté des enseignants, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit des enseignants plus à l'aise, c'est-à-dire moins gênés, moins inquiets vis-à-vis des objectifs proposés par les problèmes techniques. En revanche, on ne décèle pas de changement dans les stratégies pédagogiques ou didactiques. Philippe, on continue à dézoomer. Ça, c'est ce que nous racontent les études en France. On a des éléments sur l'international. Je crois qu'il y a plusieurs études, dont Thalys et ICILS, qui nous donnent des éléments. Je vous laisse dérouler les sigles. Oui, peut-être alors deux études de nature différente. Thalys est une étude qui s'intéresse aux enseignants à l'école ou au collège et qui les interroge sur leurs pratiques pédagogiques, leur place dans la société, etc. Alors, la photographie est assez simple, hein. Nos enseignants français se sont mis à utiliser le numérique beaucoup plus ces dernières années, mais ils sont très loin des usages des autres pays de l'Union européenne. Ils les utilisent moins, ils ont moins de formation, ils sont moins équipés.
Et j'aime toujours, pour décrire ça en 3 pourcentages simples, dire que c'est du 90-50-14. C'est-à-dire quand on interroge des enseignants du premier degré en école qui ont du matériel dans leur classe, qui ont du réseau, et qu'on leur dit comment vous travaillez. Ben, pour 90% d'entre eux, ils nous disent « je prépare mes séquences pédagogiques avec du numérique ». Pour 50% d'entre eux, ils nous disent « j'utilise ce que j'ai fabriqué avec le numérique pour faire classe ». Mais pour seulement 14% d'entre eux, ils nous disent « je vais confier l'outil numérique à l'élève ». Je vais rendre l'élève acteur. Et en cela, ils se distinguent malheureusement de leurs collègues des autres pays qui, grosso modo, sont 2 fois plus nombreux à oser faire manipuler l'outil numérique par les élèves. Ce qui signifie, comme me le disait une institut il y a quelques années, que dans Tableau blanc interactif, le ID, ce n'est pas le tableau qui est interactif, c'est l'enseignant qui produit l'interaction. Oui, en tout cas, ce n'est pas l'élève qui est interactif, en l'occurrence. Voilà. Ce qui rejoint d'autres questions qu'évoquait Grégoire. Enfin, pour ne pas être trop long sur ICILS, cette fois-ci, c'est une étude internationale autour des compétences des élèves qu'on a menée pour la première fois avec une dizaine de pays d'Europe il y a 2 ans. Donc là, on a interrogé des élèves de 4e sur 2 aspects. On voulait à la fois comprendre ce qu'ils savaient faire techniquement en termes de codage, d'algorithmes, etc. Et puis, par ailleurs, on voulait comprendre comment ils percevaient l'outil numérique dans la société, ce qu'on appelle la littératie numérique, et la manière, on va dire, sage et utile de l'utiliser. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette étude en 3 ou 4 photographies, là aussi? D'abord, des élèves français plutôt dans la moyenne européenne. Voilà, donc ça, c'est plutôt rassurant. Deuxième point, une fausse idée battue en brèche. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, c'est dommage que notre premier conférencier ne soit plus là. Les digital natives, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la génération des élèves qui sont en 4e ne sont pas des élèves qui sont tous à l'aise avec les outils numériques. Certains le sont formidablement, beaucoup ne le sont pas du tout. Ce qui est sympathique, ça renvoie un rôle important à l'école. Non, je ne sais pas, parce qu'on a un rôle important avec le numérique aussi. Et puis deux autres... Rapidement, si vous voulez bien. Puisque... Oui, 2 autres photographies très rapides. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les filles sont aussi performantes que les garçons dans ce domaine-là, et ça aussi, ce n'est pas toujours mis en avant. Et en revanche, ce qu'on voit, encore une fois, c'est qu'il y a une corrélation extrêmement forte avec le milieu social. Plus on est d'un milieu social favorisé, plus on est performant avec le numérique. Merci beaucoup à vous deux. Je vais vous demander maintenant d'accueillir Cécile Dumoulin. La question, c'est comment qu'on peut applaudir. J'ai fait applaudir tout le monde. Oui, je me rapproche de vous, mais en fait, comme on devait être 6, le plan de table a été pensé pour 6, et comme nous ne sommes que 5, Cécile Dumoulin, et avec vous, on va parler de l'essaimage, on va parler de la façon dont les collectivités, et plus précisément dans le contexte de ces assises, les départements, peuvent aider la communauté éducative, les personnels d'éducation, les parents, les élèves, à faire tout cela. Peut-être, avant de vous demander de raconter cette formidable expérimentation, parce que je crois qu'elle est assez unique en France, qui est menée ici dans les Yvelines, un tout petit mot de réaction à ce que vous avez entendu. Alors, ravi d'avoir écouté Monsieur Nug parler de son expérience, parce que je pense que c'est extrêmement important de partir du terrain, effectivement, pour proposer une généralisation. C'est ce que c'était la démarche du département. Monsieur Liamy, je connaissais évidemment l'étude Hélène, mais les autres études ont été extrêmement intéressantes. Et puis, alors, moi, je trouve ça passionnant, les neurosciences. Et on apprend plein de choses. Et tout à l'heure, j'ai appris que les jeux vidéo, effectivement, pouvaient développer des capacités importantes. Moi, je fais partie de ces parents qui râlent quand les enfants jouent aux vidéos. Alors maintenant, j'aurais peut-être un regard un peu plus indulgent vis-à-vis de ces jeux vidéo. Voilà, donc, Certains jeux vidéo, si j'ai bien compris, pas tous. Vous nous donnerez la liste quand même, Grégoire, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de parents. Un plan d'équipement individuel mobile très ambitieux dans le département, je crois que c'est 20 millions d'euros par an, gros partenariat avec l'Éducation nationale. Qu'est-ce qui a guidé tout ça? Au départ, c'est une ambition politique? Oui, alors en 2015, on a voulu rattraper notre retard dans les Yvelines. Il n'y avait pas de fibre optique, il n'y avait pas de ENT, il n'y avait pas d'équipement mobile. On a lancé une expérimentation qui a été... comment dire, dans le flot aussi du plan numérique national. 17 établissements, 17 collèges ont été dotés en équipement individuel mobile. Donc on a un recul de 5 ans et ça nous a permis, de tirer un bilan. Donc il y a eu
Sur ce bilan, on a eu des choses extrêmement positives. Donc, aucun chef d'établissement ne voulait arrêter cette expérimentation. Certains chefs d'établissement ont même eu, comme vous-même, Monsieur Nug, joué à plein le livre numérique. Les enseignants, certains plutôt réticents, et on a vu qu'à la fin, ils se sont bien appropriés l'objet. Les élèves ont appris à travailler en autonomie et aussi à travailler en groupe. Donc, notre bilan fait par notre partenaire Seine-Yvelines Numérique a été réalisé. Suite aussi avec le bilan d'Hélène, on a été conforté dans l'idée qu'il fallait le généraliser. Et puis surtout, ça nous a permis de voir les écueils. D'avoir pendant 6 ans... Alors quels sont-ils justement? Alors les écueils, donc ça a été dit, écueil de l'éducation nationale, la formation des enseignants au pédagogique. Nous, on a vu qu'il y avait un besoin aussi de l'équipe pédagogique, le CPE, les AESH, les assistants d'éducation. Donc on mettra à disposition des tablettes au sein des établissements qui seront mutualisés. Sur la maintenance aussi, parce que c'est extrêmement important d'avoir des outils qui sont fiables dans le temps. Donc, on a optimisé ce système de tablettes. On a aussi, on va passer, ça c'est un peu technique, par un nouveau MDM, donc qui va permettre pour les parents de pouvoir laisser l'accès ou non à certaines applications. Parce que c'est vrai que faire rentrer la tablette dans la maison, c'est aussi pour les parents une interrogation. Comment vais-je pouvoir limiter l'accès de mon enfant à cette tablette? Et donc, il peut y avoir une application qui permet d'arrêter, de limiter les usages. Et donc ça, c'est extrêmement important. Donc, on a tiré justement les enseignements de cette expérimentation et on a décidé de le généraliser à l'ensemble de nos collèges. Public et privé. Mais aussi les collèges privés. Alors, évidemment, il faut que les prérequis soient là, hein, notamment la fibre optique, le Wi-Fi, et que les collèges soient partants, mais les collèges privés sont aussi... voilà. Cécile Dumoulin, je disais que les frontières sont mouvantes. Vous parlez de pédagogie, vous parlez de formation des enseignants. Alors certes, vous ne pouvez pas le faire à la place de l'éducation nationale, mais c'est devenu une préoccupation majeure pour vous, j'imagine, d'influence ou de faire en sorte que ça se fasse. Il y a aussi, en matière de frontières, la frontière entre le département et les municipalités qui bouge. Et vous avez fait le choix, sur le territoire, vous avez dit, si on équipe les collèges, mais que les écoles ne le sont pas, il faut peut-être aider les municipalités qui ne peuvent pas le faire à équiper les écoles. Oui, alors juste revenir sur ce que vous avez dit, on n'influence pas l'éducation nationale, on travaille avec. Bien sûr, bien sûr. En bonne intelligence, j'ai oublié de le dire. Mais où ai-je la tête? Où ai-je la tête? Et c'est un excellent partenariat et dans les Yvelines, ça se passe très bien. Je pense que comme dans d'autres départements. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous, on a une volonté en plus d'être un peu moteur et de favoriser des nouveaux usages. Oui, parce que ça donne un retour d'expérience à l'éducation nationale. Voilà, et puis la tablette, ce n'est qu'un outil. Hein. C'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un outil. Alors, le département est le premier partenaire des communes. Hein. Les maires qui sont ici le savent bien. Et on a la volonté aussi d'avoir une continuité pédagogique entre le 3e cycle. Donc, on va proposer, on a déjà commencé à faire des réunions aux maires, donc de pouvoir participer à cette belle aventure en dotant les communes, enfin de CM1 et CM2, les élèves de CM1 et CM2, de tablettes. Charge aux communes de payer le fonctionnement et Seine-Yvelines Numérique propose un système clé en main, c'est-à-dire que tout le volet formation est vu avec l'éducation nationale, la maintenance des tablettes, donc c'est quelque chose d'extrêmement utile et on a déjà d'excellents retours positifs des communes parce que on voit à travers toutes les études que c'est un outil important. Le confinement a accéléré les pratiques de numérique. Tous ceux qui étaient un peu réticents il y a encore 2-3 ans sur le numérique, même parmi mes collègues départementaux, il y en a certains qui freinaient des cas de fer. Là, on voit très bien que c'est plus une question et que nous, par cette démarche, on donne à tout le monde, et donc notamment ceux qui sont le plus éloignés. Et quand on voit cette étude où les publics des collèges défavorisés, par cet outil, ont le plus grand gain, il est de notre responsabilité politique de réduire cette fracture numérique et de favoriser la réussite pour chaque élève.
Cécile Dumoulin, merci beaucoup. Je vais essayer, on a commencé avec un petit peu de retard. On n'a pas fait 36 minutes comme au Stade de France, mais en même temps, il n'y a pas de supporters anglais ni de faux billets, donc on n'a pas d'excuses. Mais en revanche, il faut qu'on termine à l'heure, puisque je crois que le président du Conseil général va faire son discours à la demi. Je voudrais juste demander une rapide réaction à ce qu'on a échangé avant le débat à Nathalie Léandri, qui est votre homologue, qui est vice-présidente du Conseil général, mais des Hauts-de-Seine, qui a une approche différente et à qui on va donner un micro dans quelques instants, qui est installé au 3e rang. Ben voilà, merci beaucoup. Peut-être en 3 minutes, une réaction à ce que vous avez entendu sur une démarche qui est une démarche différente de la vôtre, et puis sur ce que vous avez entendu auparavant. Et ensuite, je vous donnerai la parole. On n'aura pas un temps fou pour les questions-réponses, mais on a un petit peu de temps, donc je vous fais confiance pour poser des questions concises, et on donnera la parole à nos intervenants. Nathalie Léandri. Bonjour, je suis Nathalie Léandri, vice-présidente du conseil départemental des Hauts-de-Seine, donc l'homologue de Cécile sur le 92, en charge donc des collèges et du numérique éducatif. Alors, je ne vais pas bien sûr décrier tout ce qui a été défendu par Cécile sur l'équipement individuel. Nous n'avons pas fait le choix. Je peux peut-être me mettre là parce que je tourne le dos. Nous n'avons pas fait le choix au département des Hauts-de-Seine d'équiper de façon systématique chaque élève du département. Nous avons opté pour un équipement à la demande en fonction du quotient familial, partant du principe que toutes les familles n'étaient peut-être pas dans le besoin d'être équipées parce qu'ils l'avaient déjà fait, parce que milieu social le permettant. Et certaines familles nous exprimaient le fait de ne pas vouloir que nous, collectivités, nous leur imposions un équipement pour leurs enfants. Donc nous sommes partis du principe qu'il fallait que ce soit une démarche volontaire des familles, parce que donc nous avons retenu le quotient familial de 790, ce qui correspond un petit peu à l'aide par rapport à la demi-pension scolaire, et équiper également les familles qui, avec plusieurs enfants, ne pouvaient pas équiper tous les enfants, et là étant même dans des conditions sociales favorisées. Donc voilà notre démarche. Nous mesurons les effets puisqu'il y a beaucoup de familles qui ont fait la démarche via le Pass Plus de s'inscrire et de demander l'équipement individuel, bien sûr, avec l'aide du collège, puisque ce sont eux qui sont au plus près de ces familles-là, qui les repèrent, parce que vous savez que ces familles ont toujours du mal à venir vers la collectivité. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec l'éducation nationale, avec bien sûr les villes, via la CCAS, via les services jeunesse, enfin tous les services qui gravitent autour du jeune collégien. Donc voilà, encore une fois, je ne décris pas du tout ce qui est fait, et je suis ça de très près, parce que ce qui est très intéressant, ce qu'a expliqué très clairement Cécile, c'est cette liaison du cycle 3, du CM de 6e, en effet, où il ne s'agirait pas que les collégiens arrivent au collège en 6e et ne connaissent pas l'outil ou la pratique du numérique. Donc cette démarche pour les villes sont très très intéressantes. Voilà ce que je peux vous dire sur le choix du 92. Merci beaucoup, Nathalie Léandri. Cécile Dumoulin, c'est deux politiques, c'est deux philosophies générales qui ne s'opposent pas, au fond, c'est deux façons de procéder. C'est vrai que quand il y a eu le plan en 2015, il y a aussi les Boyd, à pouvoir amener chacun son propre appareil. Le choix de la tablette et de l'équipement individuel mobile, c'est d'avoir une sécurité, c'est-à-dire que avec cet équipement qui est le même, les jeunes ne peuvent pas télécharger n'importe quoi, ils ont accès à des ressources qui ont été choisies, et on travaille vraiment sur le même panel. On commence en plus en CM1 jusqu'à la 3e, durée de vie d'une tablette est à peu près de 6 ans, donc voilà, donc c'est un environnement qui est extrêmement sécurisé quand on a son propre appareil. Et il peut y avoir différents types d'ordinateurs, voilà, donc il peut y avoir notre solution, et on la défend, c'est très sécurisé. On ne cherche pas à opposer les deux. Non, pas du tout, pas du tout. Ce qui est important aussi, c'est que les enseignants, donc nous avons équipé tous les enseignants, toutes les équipes éducatives, alors non pas en tablette, mais en ordinateur portable de l'Ultra Pro, pour ceux qui connaissent. Voilà, nous tenions à ce que les enseignants soient équipés, et toutes les équipes éducatives, et bien sûr l'éducation nationale qui suit au niveau formation.
Merci beaucoup d'avoir apporté cet éclairage et sur quand même, deux territoires voisins qui travaillent ensemble. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Je veux bien que vous vous manifestiez en levant la main, comme ça va m'aider. Madame, est-ce qu'il y en aura d'autres? Questions ou témoignages, hein? Je sais qu'il y a des enseignants, je sais... Oui, bonjour. La parole est à vous. Bonjour, je me présente. Je suis Anne Capio, je suis conseillère départementale et maire adjoint à la mairie d'Elancourt, en charge de l'éducatif et de l'éducation, et du numérique. À Elancourt, on est un petit peu un cas à part puisque nous, on est un peu précurseurs. On a démarré grâce à Jean-Michel Fourgousse. Grâce à un certain Monsieur Fourgousse qui a même fait des rapports là-dessus et qui était un grand défenseur. Voilà, Jean-Michel Fourgousse, qui est donc le maire d'Elancourt et le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, qui a effectivement été l'auteur de 2 rapports parlementaires sur d'une part, le numérique à l'école et d'autre part, sur le changement de la pédagogie avec l'utilisation du numérique, ce dont vous parliez tout à l'heure. Moi, je voulais juste témoigner pour vous dire que à Elancourt, on en est maintenant, on entame notre 10e année d'équipement individuel des élèves du CP au CM2. Et bien sûr, on participe à l'opération avec le conseil départemental sur l'extension sur le collège. Et que nous, avec 10 ans d'expérience en arrière, on remarque justement certaines choses dont vous parliez tout à l'heure de l'égalité des chances. Nous, ce qu'on remarque, nous, sur Elancourt, c'est que ça favorise vraiment l'égalité des chances puisque chaque élève est équipé, quel que soit son milieu social, que le contenu qui sont à l'intérieur des tablettes sont validés par nos partenaires qui est en premier l'éducation nationale, que tous les enfants ont les mêmes contenus sur les tablettes et que chacun travaille à son rythme avec cet outil-là. Et je voulais juste, pour ne pas prendre la parole trop longtemps, insister sur un point qui là incombe aux communes, effectivement, c'est de mettre dans la boucle les familles. Parce que ce n'est pas parce qu'on équipe un enfant avec un outil numérique, une tablette en l'occurrence, que les parents sont aussi aguerris à cet outil-là. Donc nous organisons sur Elancourt des ateliers tous les samedis matins qui sont des ateliers intergénérationnels. Les parents viennent avec les enfants ou les grands-parents viennent avec les enfants et on leur fait faire des ateliers de robotique et on leur fait découvrir ce que leurs enfants font de l'outil numérique quand ils sont à l'école. Quand ils sont à l'école. Voilà. Merci beaucoup et honte à moi de ne pas avoir cité Elancourt alors qu'on est dans les Yvelines parce que Dieu sait que les rapports Fourgousse, tous les journalistes éducation les ont appris par cœur à l'époque. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Vous êtes sympa avec l'animateur, vous avez vu l'heure, vous dites non, c'est que vous avez faim en fait. Alors, je vais demander un mot de la fin. De toute façon, il reste 1 minute, montre en main. Et donc, je vais vous demander en 15 secondes chacun, si vous avez un message, il fallait que les personnes qui assistent à cette table ronde partent avec une idée que vous avez le droit d'avoir déjà dite. J'espère que vous l'avez déjà dite. Quelle serait-elle? Philippe. Moi, le message, il est clair. On a un effet mesurable qui n'est pas spectaculaire, mais qui est réel, de l'usage des équipements individuels mobiles par des élèves au collège. Et je précise que demain, nous sortirons une nouvelle étude sur ces mêmes élèves une fois qu'ils sont arrivés au lycée. Demain comme demain? Oui. Et que, arrivé au lycée, on verra que cet effet perdure. Scoop. Grégoire. Bon, en 15 secondes, ça va être difficile, mais je crois qu'il faut qu'on change un peu de perspective et de passer de l'éducation par le numérique à l'éducation au numérique. Je pense que c'est absolument fondamental. Pour comprendre la révolution numérique est là et il va falloir armer ces nouvelles générations avec des compétences en ne pensant pas justement que ce sont des digital natives, avec en tête quand même la réduction systématique des inégalités. Et donc avoir cela aussi en tête, et ça veut dire associer, et je trouvais ça très intéressant, parents, enseignants et élèves autour de cette question-là. On ne peut pas rater quelque chose autour de la coéducation sur cette question-là, sinon on va réellement devant de graves difficultés. Jean-Pierre, et comme ça Cécile, juste avant de donner la parole à votre président. Donc, juste un mot, je dirais, par rapport au cœur de cette affaire, c'est-à-dire les enseignants, et à la capacité qu'ils peuvent avoir avec ces tablettes à mettre les élèves en équipement individuel. J'ai aussi un avis sur les classes mobiles qui n'est pas positif, puisque là, les élèves ne peuvent pas se les approprier de la même manière, mais en équipement individuel, là, les élèves prennent vraiment
leur apprentissage en main à partir du moment où la construction que propose l'enseignant est faite de manière à les mettre au cœur de leurs apprentissages. C'est l'outil qui est celui de l'appropriation pour les élèves. Il y en a d'autres, évidemment, ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, celui-là est facilitant aussi pour les professeurs, donc on peut qu'encourager ceux qui le veulent à s'y investir. Merci. Jean-Pierre Nugue, merci. Cécile Dumoulin, et ce sera le mot de la fin. Oui, la question n'est pas de savoir si il faut équiper ou pas équiper. Aujourd'hui, je pense que c'est essentiel. C'est la façon dont on le fait, dont on l'accompagne. On accompagne les enseignants, on accompagne les parents. D'ailleurs, il y a un atelier parentalité numérique cet après-midi. Je vous invite à y aller. En tout cas, nous, avec Sanively Numérique, on travaille à proposer des choses sur ce thème. Et donc, moi, j'espère que de nombreuses communes vont nous accompagner. Parce qu'on a une ambition commune, c'est de faire des citoyens éclairés. Voilà, donc j'espère que vous allez répondre nombreux. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement Cécile Dumoulin, Grégoire Bors, Philippe Villamier et Jean-Pierre Nugue. Cette table ronde s'achève. Merci beaucoup.